Président. Bonjour de nouveau. Je voulais simplement vous informer que nous nous efforçons de trouver une solution pour la semaine prochaine. Avec un peu de chance, nous en saurons plus en fin de journée. Maître Altit, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Président, je voudrais juste vous rappeler qu'il nous reste un peu plus d'une heure parce que je dois partir un petit peu plus tôt. Et nous reprendrons à 15 heures, pendant 2 heures. Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, que saviez-vous en tant que responsable au sens large de la gendarmerie et du SECOS, sur le nombre de soldats ex-rebelles qui étaient cantonnés à l'hôtel du Golfe? Est-ce que vous aviez des informations? Et que saviez-vous sur leur armement? Pendant les événements, je n'avais pas beaucoup d'informations. Pendant les événements, je n'avais pas beaucoup d'informations sur le nombre de soldats stationnés au Golfe. Mais quelque temps avant la marche du 16 décembre, il y a eu un reportage sur la télévision qu'on appelait à l'époque TCI. Et donc, c'est au cours de ce reportage que nous avons tous vu qu'il y avait eu un rassemblement d'un certain nombre de militaires et leur chef leur donnait des instructions concernant l'installation du directeur général de la télévision à la RTI. Ce sont ces images-là qui m'ont permis de savoir que, 1, il y avait des militaires là-bas, 2, ils étaient armés. Et si je m'en tiens aux images avec le nombre de personnes rassemblées, je pense qu'il y avait beaucoup de personnel. Merci. Leur chef dont vous parlez à l'instant, qui était-ce? Celui qui donnait les instructions ces jours-là aux soldats, c'était le commandant Ouattao. D'accord. Et ensuite, parce que là, il s'agit de la mi-décembre, ce que vous nous dites là se passe mi-décembre 2010, mais ensuite, avez-vous obtenu d'autres informations sur qui se trouvait à l'hôtel du Golfe tout au long de la crise, vous voyez? On savait qu'il y avait des soldats, des détachements des militaires FRC, mais on n'avait pas une idée de l'effectif, une idée des composantes. D'accord. Aviez-vous une idée de l'identité des responsables militaires ex-rebelles, donc FAFN, qui se trouvaient là, qui se trouvaient au Golfe? Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y avait le commandant Ouattao et aussi il y avait le commandant Mourou. Les autres, je ne peux pas
citer des noms parce que c'est ce dont je suis sûr, c'est ça. D'accord. Et Alassane Ouattara, il était à l'hôtel du Golfe? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Et Alassane Ouattara, était-il à l'hôtel du Golfe? Je pense, parce que moi je ne suis pas allé là-bas, mais je pense qu'il y était. D'accord. À votre connaissance, disposait-il de conseillers militaires français à cette période-là? Je l'ignore. D'accord. Avez-vous appris si se trouvaient à l'hôtel du Golfe des responsables politiques, militaires ou diplomatiques français? Ça aussi, je l'ignore. D'accord. Y avait-il des postes d'observation de la gendarmerie à proximité de l'hôtel du Golfe? Il y avait un poste d'observation de la police à proximité de l'hôtel du Golfe. D'accord. Un seul poste? Au départ, c'était un seul poste qui était à proximité, en venant de Cocody pour aller à l'étoile du Golfe, pas loin de la résidence de Mme Thérèse de Fouboigny. À votre connaissance, ce poste d'observation a-t-il été attaqué? Oui, Par qui? le directeur général de la police nous a rendu compte un jour, au cours d'une réunion, que ces éléments détachés à ces postes d'observation ont été attaqués par un détachement militaire arrivé du Golfe. Ils les ont attaqués, ils leur ont arraché leur armement. Ils ont même pris en otage une ou deux personnes et ils sont retournés avec le tout à l'hôtel du Golfe. Il a rendu compte à la réunion des généraux. Et le chef d'état-major a pris sur lui de rentrer en contact avec les militaires qui étaient au Golfe, de manière à ce que, le ou les policiers qui ont été pris en otage soient libérés et l'armement rendu. Quelque temps après, les policiers ou le policier ont été libérés, mais à ma connaissance, l'armement n'a jamais été rendu. D'accord. Cette attaque dont vous parlez a-t-elle eu lieu avant, pendant ou après les élections? Je pense que c'était après les élections, juste après les élections, au moment de ce que j'appelais les périodes de crispation. Mais je ne peux pas donner des dates avec précision. D'accord. L'hôtel du Golfe est-il situé à proximité de la demeure du président de la République? De la résidence présidentielle de l'époque, si vous... C'est quand même assez distant. On peut compter entre à vol d'oiseau autour de 1,5 km, 2 km. Pendant la période dont nous parlons, existait-il un risque d'attaque
de la résidence présidentielle à partir du Golfe. Pour les planificateurs, cela faisait partie des hypothèses. Pour un bon planificateur, cela faisait partie des hypothèses. Et puis, s'il y a un point sensible à Abidjan, c'est bien la résidence du chef de l'État. D'accord. Alors, nous avons parlé hier, plus exactement, vous avez parlé avec la représentante de l'accusation de manière extensive de l'incident de la marche du 16 décembre. Les militaires les militaires ex-rebelles, qui étaient cantonnés à l'hôtel du Golfe, ont-ils, à votre connaissance, lancé une attaque, eux aussi, le 16 décembre? Je voulais dire que, à la suite de l'attaque du poste d'observation de la police, le chef d'état-major des armées a décidé de remplacer les policiers par des militaires. Des militaires, on lui a dit Carrefour, Madame Oufoué-Boigny. Et donc, comme on avait tous vu les images à la télévision où des instructions étaient données à un détachement de militaires pour venir installer le directeur. Et le jour de la marche, moi j'étais à l'école de gendarmerie, qui est à Cocody. Le chef d'état-major a donné instruction au CECOS de détacher 2 patrouilles pour renforcer aussi ces dispositifs, qui étaient composés de militaires, de gendarmes et d'éléments de CECOS. Je crois que j'ai entendu des échanges de coups de feu intenses à cet endroit. Des feux vraiment nourris à cet endroit. Puisque de l'école de gendarmerie, on pouvait entendre distinctement ces échanges de coups de feu à cet endroit dans la matinée. Et quand nos hommes sont rentrés, ils nous ont fait un compte-rendu sommaire et le chef d'état-major lui-même, le soir, quand on était à la réunion de débriefing, il a confirmé qu'il y a eu des échanges de coups de feu nourris entre ceux qui voulaient venir forcer le passage et ceux qui étaient chargés d'empêcher le passage. Et ce jour-là, il y a eu 2 militaires tués à cet endroit, 2 ou 3, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, il y a eu au moins 2 militaires tués à cet endroit. Mais le bilan de l'autre côté, je ne peux pas savoir. D'accord. Donc ce que vous nous dites, c'est que le 16 décembre, il y a eu une attaque provenant du Golfe contre ce point d'observation anciennement de la police, mais qui était occupé par des militaires, et que cette attaque a laissé au moins 2 militaires tués. C'est ça? Affirmatif. D'accord. Et pour que les choses soient tout à fait claires, tout à l'heure, vous nous expliquiez le déroulement des événements, et vous parliez d'instructions. Quand on a vu à la télévision des instructions données par le chef militaire rebelle, ex-rebelle dont vous nous parliez, d'aller installer, parce que il manquait le mot ex-rebelle ou FAFN ou FRCI, ce que vous voulez, mais pour qu'on comprenne bien que c'était les instructions données par les responsables, enfin un responsable militaire du Golfe, d'aller installer un nouveau directeur à la RTI, c'est bien ça?
C'est ce que le reportage indiquait clairement. D'accord. Savez-vous si la primature était l'un des objectifs des marcheurs ce jour-là, le 16 décembre? C'est ce qui se disait, mais moi, je n'en ai pas la confirmation. À plusieurs reprises, hier, vous nous avez expliqué que c'était le DGPN, le directeur général de la police nationale, qui était en charge des opérations de maintien de l'ordre le 16 décembre 2010. Ma question, était-ce habituel que la police s'occupe du maintien de l'ordre lors de manifestations? C'était la règle absolue. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué qu'il y avait des hommes armés parmi les marcheurs. Vous nous avez donné des exemples d'armes qu'ils portaient. Vous nous avez donné, vous nous avez illustré les incidents, certains des incidents qui avaient lieu ce jour-là. Et vous avez parlé d'une marche armée. Alors, ce que je voudrais savoir, pour ne pas revenir, pour essayer de gagner du temps, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, c'était tout à fait clair. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si ces hommes armés dont vous nous avez parlé à l'intérieur de la marche agissaient en commando organisé. Je ne sais pas s'ils étaient organisés, mais toujours est-il que la mort de beaucoup d'agents des forces de défense et de sécurité ce jour-là était de leur fait. D'accord. Vous nous avez dit, et je fais référence à la page 50 des transcrits d'hier, 29 mars, transcrits français, qu'aux principaux endroits où avait eu lieu la marche, il y avait toujours des personnes armées parmi les marcheurs, notamment à Abobo. Je vais vous citer. C'est à la ligne 2. Question. Et je cite. D'accord. Où, à quel endroit a-t-il dit qu'il y avait des personnes armées? Ligne 4. Réponse. Votre réponse, je cite. Dans toutes les principales, dans tous les endroits où il y avait la marche, il y avait toujours des personnes armées dans la foule des marcheurs. C'est ce qu'il a dit. Il y avait toujours des personnes armées dans la foule des marcheurs. C'est ce qu'il a dit. Notamment à Abobo. Notamment à Abobo. Fin de citation. Voulez-vous dire par là, ou vouliez-vous dire par là, que sur les différents axes de la marche, et tout le long du trajet, il y avait des hommes armés? Je voulais surtout dire que ça, c'est le rapport du directeur général de la police à la réunion de débriefing. Donc, il a dit effectivement que à différents endroits d'Abidjan, ces hommes avaient été soit tués par balle, soit blessés par balle. Et que généralement, les tireurs étaient cachés dans le lot des marcheurs. Donc, je rapporte exactement ce qu'il nous a dit au débriefing.
D'accord. À quel moment gendarmes et policiers se sont-ils rendus compte que c'était une marche armée? Quand dans les différents endroits des différentes communes d'Abidjan, les premiers coups de feu ont commencé à éclater, tirer en direction des forces de l'ordre, puisque c'était une marche qu'on voulait empêcher, comme n'était pas autorisé. C'est là que selon ce que le DGPN a dit, c'est là que lui, les comptes rendus ont commencé à lui parvenir pour dire que la plupart des marcheurs étaient armés. Pas tous, mais beaucoup d'éléments parmi les marcheurs étaient armés. D'accord. Était-ce dans la matinée? Il n'a pas précisé, mais il n'a pas daté les différents incidents. Mais il a fait un bilan de toute la journée. D'accord. Vous nous avez dit hier, page 30 des transcrits français, et je cite, « Déjà dans la matinée, sur les radios, il se disait qu'il y avait eu des tirs provenant des marcheurs. » Fin de citation. Vouliez-vous dire par là que les informations circulaient sur les différents réseaux radio, police, gendarmerie, sécos, etc., armée? Oui, parce que les comptes rendus étaient faits en temps réel par les différents chefs de détachement sur le terrain. Et donc, ça permettait à tous ceux qui étaient à l'écoute des différents réseaux radio de savoir qu'il y avait effectivement des marcheurs qui étaient armés et qui tiraient sur certains éléments des forces de l'ordre. D'accord. Alors, vous avez dit... Madame Pack, toutes mes excuses à mon contradicteur. Je voudrais que les références soient exactes. Je voudrais m'en assurer. Pourrait-on répéter la référence, s'il vous plaît? Transcrit français d'hier. Aux lignes 2 et 3. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez dit hier, page 23 des transcrits français, qu'au cours de l'opération du 16 décembre, la même opération dont nous parlons, le DGPN, c'est-à-dire le directeur général de la police nationale, avait indiqué au chef d'état-major qu'une partie du dispositif avait été enfoncée, et c'est pourquoi il vous avait été demandé d'envoyer, vous nous avez dit à peu près une douzaine d'hommes, au carrefour de la vie. Et je vais citer. Alors je cite, le directeur général de la police générale de la police a informé le chef d'état-major qu'une partie de son dispositif avait été enfoncée au niveau du carrefour, au niveau de la caserne d'Agban, et donc les manifestants faisaient mouvement vers la RTI en empruntant le boulevard des Martyrs. Fin de citation. Alors, cette douzaine d'hommes à peu près dont vous nous avez parlé hier, vous avez dit ensuite, c'est à la page 25, aux pages 25-26 des transcrits français, qu'ils étaient armés de boucliers, de bâtons et aussi de quelques calaches par précaution. Et je cite, parce que déjà sur les réseaux radio, il y avait des policiers tués
depuis le matin au cours de la marche. Déjà, il y avait des policiers tués, donc c'était une marche armée. Alors ma question, si je comprends bien, il n'y avait pas de calage, comme vous dites, pour tout le monde. Dans la situation d'embargo dans laquelle on était, c'était une évidence. Il y avait énormément de préoccupations en ce qui concerne notre armement. Et on n'avait pas de calage pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Dans toutes les composantes des forces de défense, que ce soit à la gendarmerie, à la police ou au niveau des trois armées. C'était la même situation. D'accord. Et plus précisément, pour ce petit groupe d'une douzaine d'hommes, combien y avait-il de kalash? Bon, peut-être que le chef de détachement, par précaution, a pris peut-être 2, 3, mais je ne sais pas exactement, mais on n'en avait pas. Une chose est sûre, c'est qu'on ne pouvait pas en avoir pour tout le monde. Voilà. C'est pas possible. D'accord. Alors, page 26 des transcrits français d'hier, 29 mars, vous indiquiez que les armes létales, les armes pouvant tuer, ne pouvaient être utilisées qu'en cas de légitime défense. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous donner, rapidement, succinctement, mais qu'on comprenne la logique de la chose, est-ce que vous pouvez nous parler des règles d'engagement, d'abord en matière de maintien de l'ordre, puis des règles d'engagement en matière de légitime défense? Est-ce que vous pouvez faire ça très rapidement? Je voulais rappeler que les opérations de maintien de l'ordre sont régies par les textes, par le texte que Madame le procureur nous a présenté hier, 1967, et que, conformément à ces textes, l'emploi de la force et l'emploi des armes dans le cadre du maintien de l'ordre obéit à des procédures particulières caractérisées par la délivrance de ce qu'on appelle les réquisitions particulières pour le cadre de l'emploi de la force et les réquisitions particulières spéciales en ce qui concerne l'emploi des armes. Ça, c'est le cadre particulier de la loi de 67 sur les règles d'engagement au maintien de l'ordre. Mais de façon générale, nous avons une possibilité, les forces de l'ordre ont une possibilité, c'est la légitime défense, soit de votre collègue, soit de vous-même. Et donc, comme la première hypothèse, qui est l'application de la loi, n'était pas possible dans l'environnement où on était, parce que cette application de la loi impose que l'autorité civile qui délivre cette réquisition soit sur le terrain. Or, le 16 décembre, aucune autorité civile ne pouvait être sur le terrain. Vous comprenez pourquoi. Donc, nous avons encore une possibilité qui est la légitime défense. C'est pour ça qu'on insistait sur cette deuxième hypothèse. Lorsqu'on devait mettre les gens à la disposition de la police, j'insistais auprès des commandants d'unité de rappeler ces règles-là, les hommes. On prenait toute la précaution de faire en sorte qu'ils aillent avec quelques calaches, par précaution. Et donc, dans le cas des manifestants qu'on repoussait, on leur demandait simplement d'être vigilants. Il n'y avait pas de règles particulières, d'être très vigilants. Si des coups de feu étaient tirés, ceux qui avaient les calaches devaient automatiquement répliquer aussi par des coups de feu. Malheureusement pour nous, c'était difficile. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup de dégâts parce que ceux qui tiraient
Quand il tirait, il se cachait dans la foule. D'accord. Pour que les choses soient claires, donc ce que vous nous dites, c'est que vous avez rappelé ce jour-là à toutes les unités du SECOS qui allaient être engagées dans le cadre de l'opération dirigée par la police qu'il ne pouvait y avoir d'usage d'armes létales qu'en cas de légitime défense. C'est ça que vous nous dites, c'est ça? Affirmatif. D'accord. Perfectly summarized. Perfectly summarized. Bravo pour le résumé. Mais c'était clair déjà auparavant. Alors, vous nous avez parlé de 2 voitures du groupe d'appui qui avaient été équipées de mitrailleuses. Et vous nous avez dit que c'était parce que ces voitures avaient vocation à surveiller l'autoroute et poursuivre les malfaiteurs sur l'autoroute. C'est bien ça? Oui. Bon. Mais vous nous avez dit qu'elles étaient souvent en panne, que les mitrailleuses qui étaient fixées sur ces voitures étaient souvent en panne. Ma question est simple. Étaient-elles en panne le 16 décembre? Le 16 décembre, ces armes-là ne tiraient pas. Pourquoi? Le 16 décembre, ces armes n'étaient pas fonctionnelles. Et puis, de toutes les façons, à partir du moment où une arme n'est pas sûre, vous tirez une fois, 2 fois, ça s'enraye, ou bien la munition reste coincée, il vaut mieux ne pas partir sur le terrain avec ça. D'accord. Alors, vous nous avez dit, c'est page 34 des transcrits français d'hier, 29 mars, que quand la Direction générale de la police nationale déploie vos hommes, elle les déploie sous l'autorité de ses commissaires. Je vais vous citer. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ligne 23, parce qu'il ne faut pas oublier que la DGPN, quand elle déploie nos hommes, elle les déploie sous l'autorité de ses commissaires. Fin de citation. Pour que l'on comprenne bien, est-ce que cela veut dire que dans le cadre d'une opération comme celle du 16 décembre, organisée et dirigée par la police, les unités du SECOS qui interviennent sont sous l'autorité directe de gradés de la police, par exemple de commissaires? Est-ce que vous voulez que je repose ma question ou que je la reformule? Oui, non seulement sous l'autorité, mais sous ce que nous appelons le contrôle opérationnel des commissaires de police du lieu où ils interviennent. D'accord. Donc le SECOS, dans un tel cas de figure, n'a pas d'autonomie opérationnelle, c'est ça? En tant qu'unité SECOS, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas exactement ça. Dans les opérations, dans toutes les opérations, que ce soit en maintien de l'ordre, que ce soit opération de type militaire, on établit une chaîne de commandement opérationnel. Donc, une fois que la chaîne de commandement opérationnel est établie, le commandant de cette chaîne exprime ses besoins en termes de ce que nous appelons de capacité. On peut dire en termes de moyens en hommes, si vous voulez. Mais nous, on dit en termes de capacité.
Donc, dans le cas de l'opération du 16 décembre, la chaîne opérationnelle qui avait été établie, c'est le DGPN qui en était responsable. Il a exprimé à l'ensemble des grands commandements l'expression de ses besoins. Mais la règle, dès lors qu'on est dans le cadre de l'unicité des commandements, parce que c'est bien ça, impose que quand vous mettez sous le contrôle opérationnel vos unités, quand vous mettez vos unités sous le contrôle opérationnel d'une nouvelle autorité, vous n'avez plus à donner d'instructions de type opérationnel. Votre rôle se limite à faire ce qu'on appelle du soutien logistique. Vous pouvez les équiper en armes, en munitions, vous allez les soigner s'il y a des blessés, vous voulez trouver un véhicule, du carburant, mais vous n'avez plus d'instructions de nature opérationnelle à donner. D'ailleurs, vous ne savez même pas forcément où ces unités, où ces détachements sont déployés. D'accord. À propos des élèves de l'école de la gendarmerie qui avaient été envoyés au carrefour Texaco, vous nous avez dit, c'est à la page 42 des transcrits français d'hier 29 mars, qu'ils étaient équipés de quelques armes. Vous nous avez parlé de boucliers, de bâtons. Est-ce que vous pouvez nous... Et vous aviez même précisé que du fait de la pénurie, il n'y avait pas plus de 5 armes. Est-ce que vous pouvez nous préciser un tout petit peu, si vous en souvenez, quelles étaient les armes et leur nombre surtout, dont disposaient ces personnels qui se trouvaient le 16 décembre au carrefour Texaco? C'était un petit détachement, donc ce n'est pas personnellement moi qui gère ces genres de petites choses, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école de gendarmerie, on n'a pas une unité d'intervention. Donc, dans les équipements en armes, on n'est pas prioritaire. Les escadrons de marche de la gendarmerie qui sont prioritairement équipés en armes. Donc, nous, ce dont nous disposions, c'était quelques vieux FSA, des fusils semi-automatiques de type français, qui datent de 1956, et puis quelques vieux MAS 36, qui datent d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que 36, c'est l'année de fabrication. Donc, ce sont ces types d'équipements que nous avions à l'école, qui étaient prioritairement destinés à l'entraînement au tir des élèves. D'accord. Et vous en aviez combien, à peu près, pour avoir une idée, de ces vieux fusils utilisés pour le tir, pour les exercices de tir? Ou peut-être moins de 80 avec énormément d'armes défectueuses. Plus ou moins en état de marche, il y en avait combien? Bon, je ne peux pas savoir ça de tête, mais dans la 80, 90 ou bien 75, je ne sais pas exactement, il y avait un bon lot qui était constitué d'armes défectueuses. Et comme c'est des armes qui étaient vieilles, je l'ai indiqué tout à l'heure, l'entretien, ce n'était pas facile. Alors, donc, pour revenir aux hommes, le petit groupe dont vous parlez, qui est envoyé au carrefour Texaco. Vous vous souvenez de combien d'armes utilisables ils disposaient? À peu près. Je crois que vous aviez dit
qu'il n'avait pas plus de 5 armes. Alors, est-ce que vous pensiez, quand vous disiez pas plus de 5 armes, à des fusils ou à autre chose? Ce sont des fusils, les deux types de fusils dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Alors, donc si je comprends bien, sur la vingtaine d'hommes dont vous parliez, 20-25 hommes, envoyés au Carrefour, Texaco, il y en avait 5 à peu près qui avaient un fusil, c'est ça? Oui. D'accord. Il y avait des munitions dans ces fusils-là, dans ces 5 fusils? Oui. Alors, je vais vous lire votre déclaration. La référence 0051-0335, page 0362. Page 0362. Et j'attends un petit peu que mes confrères soient prêts. C'est bon? Alors, je vais citer à la ligne 959. Et je cite, personne entendu, c'est-à-dire c'est vous. Mais il y a... Can you please wait? Pourriez-vous, s'il vous plaît, attendre que la page soit affichée à l'écran? Alors, je vais donc citer à partir de la ligne 959. Et je cite, personne entendu, c'est vous, monsieur. Mais il n'y avait pas de munitions parce que ce n'est pas les 762. Il n'y avait pas de munitions dedans. Intervieweur 3. Pardon. Personne entendu. Il n'y a pas de munitions parce que c'est des fusils qui ne sont plus en service. Donc il n'y a pas de munitions. C'est juste pour s'en servir s'ils étaient agressés. Quoi? S'en servir comme moyen de défense s'ils étaient agressés. Intervieweur 3. Mais expliquez-moi ça. Là. On donne. Parce que j'essaie de comprendre le raisonnement. Hein. Alors vous dites l'intervieweur 3. La logique. Vous faites intervieweur 3. Vous prenez des secondes années. Vous faites intervieweur 3. Vous leur donnez des armes. Vous faites intervieweur 3. Ces armes fonctionnent, mais ils n'ont pas de munitions, et puis vous dites que c'est pour s'en servir, pour se défendre. Et vous vous dites, pour se défendre comme élément, comme, vous savez, c'est le fusil lui-même qu'il peut. Si quelqu'un veut l'agresser, c'est avec ça qu'il peut le pousser, mais pas tirer. Intervieweur 3, d'accord. Personne entendu, pas tirer. N'oublions pas qu'on est en situation de maintien de l'ordre. Bon, fin de citation. Donc, il semble, de ce que vous avez dit là, à l'enquêteur du bureau du procureur, que vous disiez que ces 5 fusils dont était équipé ce petit groupe, en réalité, n'avaient pas de munitions. Et vous semblez dire que les fusils devaient servir, si le groupe était agressé, en quelque sorte comme arme blanche. Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire? Ou peut-être voulez-vous apporter des corrections à ce que vous avez dit?
En général, on avait une grosse pénurie de munitions pour les Kalash. Mais c'était encore plus grave pour ces armes qui sont des armes très anciennes. Donc, le volant de munitions pour ces armes très anciennes était véritablement mince. Donc, c'est un peu ça qui m'a embrouillé et c'est ce que j'ai dit. Sinon, je pense que le chef de détachement a dû prendre quand même un petit volant de munitions puisqu'il ne peut pas aller sur le terrain, même s'il n'y a pas de munitions. Le peu qu'on a réservé aux exercices de tir, ce jour-là, on entendait à la radio qu'il y avait des tirs dans la marche. C'est vrai qu'à cet endroit, il n'y a pas de marche. Ce n'était par précaution qu'on avait détaché un poste d'observation. Mais je pense qu'ils avaient certainement un petit volant de munitions.